bon, moi, je sortais pas beaucoup pour faire des trucs d'escalade ou canyoning. Avant, j'étais plutôt un homme de la mer. Donc, je faisais de la plongée, je faisais surtout du tuba, j'adore ça, parce que j'avais peur du vide. Ah ah. Et pour vaincre ton vertige, un jour, tu te dis, il faut que je me lance, quoi. Non, je ne me suis pas lancé. J'ai eu la chance de connaître un couple de Français. Et puis, donc, c'est eux qui m'ont vraiment donné confiance et puis qui m'ont appris le b.a.-ba de tout ce qui est grimpe. Et puis, depuis, je me suis lancé. Et puis, j'ai pu arrêter. Et c'est ça. T'as pris le virus. J'ai pris le virus et c'est incurable. Hein. Bonjour, voilà la petite famille. Hello, Martha. Bonjour Martha, ravi de te rencontrer. Ma fille. Mona. Oh, bah dis donc, on commence tôt le camping de la famille. Oui. Ça, c'est Caléo, le dernier arrivé. Et son baptême camping aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui. Je serai sa marraine de camping alors. Ouais. Et voilà là. C'est quand même pas banal de se retrouver là, tous ensemble avec cette vue quand même magnifique. Ouais, quand je disais que j'avais envie d'aventures lointaines entre mer et montagne, là on y est. Hein. Voilà, t'es servi. C'est ça. Voilà, ça c'est ta tente. Ok, très bien. Ok, et ça c'est la salle à manger. Et c'est camping de luxe, hein. Ouais. Tu te sens bien toi ici à Oman, Martha, on en parlait avec ton mari en faisant connaissance de votre choix de vie ici. Oui, bah 27 ans, c'est qu'on est quand même bien. Ouais, un peu omanais. Oui. Elle vient de la Roumanie. Ouais, c'est ça. Du côté hongrois de la Roumanie. D'accord. Exactement. À quel moment t'as quitté ton pays? 87. Ouais. Sacrée aventure de vie, hein, tous les deux, entre toi qui a quitté le Liban. Vous êtes des déracinés qui ont retrouvé des racines ici? Oui, mais je garde quand même mes racines au Liban. Ouais. Ça te manque des fois un peu le Liban? Beaucoup. Ouais. En espérant que bon, un jour ça va s'arranger, peut-être qu'on va pouvoir rentrer pour de bon, mais bon, on verra. Inch'Allah. Inch'Allah. Profitons de l'instant présent, de ce moment à vivre ici en famille. Tu vas grogner. Je vais ouvrir la fenêtre. Parce que pourquoi? Comment ça? Parce que pourquoi? Pardon. Je me fâche très fort. Tu vas pas? Cinq, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16. Donne-le. Ok, 16 riyals. Tu vas bien que tu as eu, Quoi? tu vas bien que tu as eu. Moi je regarde, j'aime bien. Tous les vendredis, à 13 h, on se réunit ici avec tous les fermiers pour acheter des heures d'irrigation aux enchères. On fait ça car nous sommes dans une zone semi-désertique. L'eau est rare et elle est précieuse. Aujourd'hui, les 4 heures d'irrigation se sont vendues autour de 40 €. Mais en période de sécheresse, ce prix peut monter jusqu'à 700 €. Les wakils, les juges de l'eau comme Mohamed, sont dans chaque village en charge de la bonne distribution de l'eau et de l'entretien des systèmes d'irrigation qui pourraient dater du 3e siècle avant Jésus-Christ dans la région. Coupe celle-là, coupe-la, et ne les laisse pas descendre dans le canal. Prends une scie et coupe-la. Du début à la fin du canal, il y a environ 50 ouvertures. Alors imaginez si ne serait-ce qu'un litre était gaspillé par ouverture. L'eau n'atteindrait pas les fermes à la fin du village. Ces canaux, c'est ce qu'on appelle un falage en arabe. L'eau vient des nappes phréatiques souterraines. Avant, on utilisait cette eau pour irriguer les plantations, mais aussi pour cuisiner, se laver, faire la lessive et pour les ablutions avant la prière. Bonjour, le niveau de l'eau est bon? Oui, on est en hiver.
Quel est le niveau le plus bas jamais atteint? Jusqu'ici. Lorsque l'eau manque, on économise en rétrécissant les canaux pour consommer moins. Le wakil est désigné par la communauté. Ce n'est pas un honneur, mais une responsabilité envers la population. Le wakil est payé 10% des dépenses qu'il fait pour entretenir les canaux. Ça l'encourage à bien remplir sa mission. Dans les oasis, les canaux se sont maintenus à travers les âges et sont devenus un outil d'étude. Une fois par semaine, cette équipe scientifique mesure la quantité d'eau et son taux de contamination. 30 degrés, ok. Et l'oxygène? 16. La quantité d'eau diminue, diminue et diminue encore. La principale raison, c'est le réchauffement climatique et la raréfaction des pluies. La deuxième est sociale. On est de plus en plus nombreux et on consomme plus. On remarque aussi que la qualité de l'eau se dégrade à cause de l'industrialisation et de tous les produits qu'on utilise. Le shampoing, les rouges à lèvres, tout ça c'est artificiel. Afin de préserver cet héritage, en 2006, les phallages sont entrés au patrimoine de l'UNESCO. On a pour longtemps ça, quoi, sûr. Je pense 2 heures. Hein. Tu vas la finir ce soir. Ouais. Si j'en ai marre alors. Ça a commencé hier. Ça va, Khaled? Ça va très bien. Ah, bah dis donc. Oh, Oui, chaude. c'est royal. C'est toi le sultan d'Oman en fait, hein? Ah non, faut pas dire ça. Pardon. T'as bien dormi, toi? Très bien. Merci. Et toi? Ah, super, Ouais. très bien. Ah, merci pour le thé. De rien. Quand t'es équipé, c'est bien de faire Tiens, camping. on nous dit bonjour. Ah ouais. Bah, nous, on a le coq au réveil. Ici, il y a l'âne qui Voilà. se réveille, quoi. Voilà. C'est bon, on est réveillé, merci. J'aimerais bien acheter une table de pliable. Ah, il me répond, tu vois. En plus, il comprend le français. Ouais, entre ânes, on se comprend. On va arriver à Mascate, la capitale. Très bientôt, on va arriver à Mascate d'ici maximum 10 minutes. Et là, on est entre les deux chaînes, enfin les deux montagnes que tu vois, ça c'est des ophiolites, donc une chaîne qui fait environ 600 km de long sur 75 à 100 km de large. Le Mascate historique. Oui, parce que c'est pas une ville comme on l'entend nous en France avec un centre-ville. Hein, c'est une ville un peu éclatée comme ça. Oui, absolument. Donc, jusqu'en 1970, Mascate c'était même pas 1 kilomètre de diamètre. Et puis tout autour, tu n'avais que des dunes. Donc il n'y avait rien. Et maintenant, nous avons donc une étendue de plus de 60 km donc de Mascate en allant vers l'ouest, que des petits villages de pêcheurs qui se sont soudés quand on a commencé à construire les routes asphaltées. Parce qu'en 70, il y avait une seule route à Mascate qui faisait que 2 kilomètres. Mais c'est incroyable d'imaginer que ce que tu me racontes, c'était dans les années 50, quoi. C'est assez proche. 50, hein, 60, jusqu'en 70. Ouais, c'est Quand fou. le sultan Trabous est arrivé au pouvoir. Et moi, ce qui me frappe là quand je vois la ville, c'est que les bâtiments sont très bas. Ils sont très bas. Il n'y a pas de Ils sont building. très bas. Il n'y a pas de building. Il n'y a pas de building. C'était le souhait du sultan Trabous donc de garder, je dirais, une taille humaine et puis de se développer horizontalement plutôt de partir en vertical. Ce qui permet vraiment à Oman Ah ouais, de ça, ma mère, se elle s'en va. différencier de Si, elle fait Dubaï quoi ou d'Abu Dhabi. hein. Oui, ma De soeur, leur elle s'en maison. va. Non. C'est pas une raison que tu bois.
déjà assez foufou comme ça. Voilà, là, à droite, on Par va contre, faut que découvrir t'arrêtes le de palais du t'énerver. sultan, le palais du drapeau. Ouais. C'est le palais officiel, pourrais pas disons, vivre là où avec ma il mère. reçoit. Ah oui, c'est pas son lieu de résidence. C'est pas son lieu de résidence. Tout le temps Alors, énervé. il faut quand même que tu me Non, parles quand de même pas, mots tu vois. Mais du non. sultan Qaboos, qui est le sultan qui a marqué l'histoire moderne du sultan. Non, ça allait quand on a Il voyagé. avait bien Ouais, il pendant une s'énerve parce petite que cinquantaine café, d'années. ta mère. C'est Oui, ça, sur le pays. exactement. Parce que si j'ai, en fait, si je lui fais le moindre reproche, elle me fait un reproche, mais genre. Parce que tout le monde l'aimait et puis il le Ouais, voilà, considérait comme le père de elle la me casse nation. quoi. C'est vraiment lui qui a vraiment Voilà, mais- développé la ville boîte de de café, Mascate, c'est qui a pas mal, développé le pays. Oh, qui fait ce l'a qu'elle veut, mais elle a réduit, là. modernisé. Et aujourd'hui, Mais c'est que comment j'aime pas s'appelle trop, le elle a fait sultan un effort. actuel Sultan Haitham Ben Bon, avec Farid, son copain, des fois, qui peut-être, je sais pas. a continué à avoir la même direction et la même politique du sultan Sinon, je lui Qaboos, interdis rien, c'est-à-dire la neutralité. Tu m'interdis tout, toi. Oui. Faut faire comme toi. Il fait Je chaud, peux hein. peut-être me faire des notes plus grosses que ça, là, parce que C'est je un sens que je vais Libanais qui galérer. dit qu'il fait chaud. Quand je les fais trop petites, j'aime pas. Après, je prends trop de temps à les retirer. Mais c'est cool, ça va vite. J'en fais des grosses. Voilà, donc là, on va visiter l'opéra Une fois, j'ai fait des notes toutes royal petites, de j'avais les Mascate. cheveux longs. C'est un édifice Et je suis exceptionnel. tellement. J'avais jamais fait des notes aussi petites que ça, et j'avais les cheveux longs. C'était trop beau. L'architecture romanaise C'était un contemporaine, peu mais après, pour les inspirée quand tirer. même par On les a abîmés tellement ils l'architecture étaient. traditionnelle. Absolument. C'est comment, dis donc? Tu vas découvrir, ce sera la surprise. C'est Mais Mimi, mon si ami tu Anna qui proutes va prout, tout j'aimerais bien expliquer. que tu ouvres un peu ta fenêtre. Non, mais c'est Pas pas envie ça. de me faire gazer C'est les toute la chaussettes soirée. qui les Arrête un peu, hein, je reconnais l'odeur. Les chaussettes pas très bonnes, hein. Arrête, là ça pue prout. T'as recommencé, tu viens de recommencer. Mais j'arrête, si, c'est mais faux. depuis tout à l'heure. Mais non, pas une seule fois. Mais si. Les chaussettes. Oui, chaque fois. Les chaussures, ça a une infection. Mais non, c'est pas ça, c'est toi. Ah, faut changer, ouais, faut ouvrir la fenêtre. Non, mais si t'arrêtes pas de péter, tout. Je peux pas, hein. Bonjour, bonjour. Alaikum salam, Sophie. Bonjour. Tu parles français, Amina? Oui, enchantée. Enchantée, ravie de te rencontrer. Bonjour, Khaled. J'ai l'impression ici d'être dans un palais, le palais des mille et une nuits, c'est magnifique. Oui, c'est un lieu assez unique. C'est le premier opéra royal de les pays du Golfe. En fait, le but de construire cet opéra royal, c'est de découvrir tout ce qui est culture des autres pays à travers les spectacles qu'on présente. Donc, c'est pourquoi notre saison est très variée. On a d'opéra, du jazz, tango, flamenco, ballet. Donc, De la musique arabe. de la musique arabe. Est-ce qu'on a le droit de voir la salle? Il n'y a pas de représentation Oui, en ce bien moment? sûr. Non, aujourd'hui, non. Alors on te suit, Amina. Des fois, je fais n'importe quoi. C'est J'ai pas la bonne technique. Boum, le choc. oui, voilà. Plein C'est les super. Tu sais tout à l'heure que j'ai failli faire la conne. Quand t'as dit ouais, le pays c'est l'Oman et tout. J'ai failli te corriger, dire le pays ottoman. Et si vous avez remarqué, Je connaissais au fond, même on pas a le un nom. orgue qui a été fabriqué en Allemagne à Bonn par Kleist. Dedans, on a 4542 tubes métal et c'est 50 tonnes. C'est l'un des plus lourds orgues dans le monde et on peut le bouger. Donc on peut l'avancer et la reculer et ça bouge sur des rails comme un train. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'unique. Cet opéra manquait ici à Mascate, Oui, à Omagne. Sophie. Jamais eu un endroit culturel aussi important. Oui, je dirais même à la région, ça manquait. Et c'était vraiment le premier endroit tellement majestueux et tellement important, je dirais, du point de vue artistique. Et puis, bon, juste les noms qu'ils attiraient. Donc, c'est quand même Placido Domingo Oui, les plus grands passent qui se par ici. déplace pour l'ouverture de l'opéra. C'était vraiment un événement exceptionnel. Voilà Sophie, donc j'ai décidé de t'amener sur la corniche de Moutlan. Un très bel endroit en fin de journée avec les gens qui se baladent. Et surtout j'aime bien beaucoup l'architecture qu'il y a ici qui rappelle un peu l'Afrique, la Tanzanie, le Zanzibar, aussi le Kenya, Mombasa. Zanzibar, qui est au large de la Tanzanie, mais qui appartenait à Oman. Absolument, il y avait même un sultan au Zanzibar et il y avait un sultan à Mascate. Donc il y avait deux jusqu'en 64 quand il y a eu la révolution.
Un beau lieu de promenade, merci encore de m'avoir accompagné. Voilà, bah écoute, taille bien là-bas, et puis comme on dit chez nous au Liban, donc ça veut dire salut. Ok, et peut-être bon voyage. Ouais. Merci. Ciao. Depuis plus d'une dizaine d'années, Oman veut séduire le monde entier, et particulièrement les vacanciers de la classe moyenne supérieure et aisée. L'année dernière, 2 800 000 touristes sont venus d'Inde, d'Indonésie, d'Europe et des pays du Golfe. Aujourd'hui, on va évoquer un point essentiel pour les guides touristiques que vous voulez devenir. C'est très important. Conduisez seulement vos visiteurs dans les lieux qui sont désignés par le ministère ou l'autorité dont vous dépendez. En l'occurrence, le ministère de la Culture et du Patrimoine. Ok ? La manière dont vous vous habillez, dont vous parlez, votre comportement contribue à l'image de votre pays. Donc restez cool, montrez que vous avez de bonnes manières avec les touristes. Le département tourisme de l'université accueille environ 700 élèves. En 2014, quand le prix du pétrole a chuté, on a réalisé qu'on devait sérieusement songer à diversifier notre économie. Cependant, ces 10 dernières années, il y a eu de la résistance. Les parents refusaient d'envoyer leurs enfants dans le département tourisme de l'université. La première fois que j'ai dit à mes parents que je voulais travailler dans le secteur du tourisme, ils m'ont répondu « Tu es sûr ? Il vaudrait mieux que tu deviennes ingénieur peut-être, comme tout le monde. » Aujourd'hui, je sais que j'ai fait le bon choix, car dans le pétrole, les emplois ne sont pas durables. Et ce n'est pas un boulot que tu peux aimer faire. Enfin, je veux dire, tu peux aimer, mais tu ne peux pas avoir l'assurance que ton job existera encore dans 10-15 ans. Reste que le pétrole est toujours plus lucratif que le tourisme. L'industrie de la découverte ne représente que 3,2% du PIB omanais. Mais elle peut offrir une alternative au chômage des 18-24 ans qui stagne à 20%. Pourquoi? Je suis dans le tourisme pour laisser mon empreinte. Parce que je suis une femme, je veux encourager d'autres femmes à faire pareil, sans avoir honte. Dans notre culture, beaucoup de gens sont un peu fermés d'esprit. Mais ils commencent à comprendre, à autoriser les femmes à intégrer différents secteurs. C'est pour ça que je suis là. Si on t'écoute, tu nous dépeins, nous les Arabes, comme si nous étions ignorants et cruels. Comme si l'Occident était plus développé que nous. Alors que si tu regardes 50 ans en arrière, les parents ont toujours encouragé leurs filles à étudier et à sortir. Tu ne peux pas généraliser comme ça. Avant, les filles ne pouvaient rien faire sans s'opposer à leur famille et sans leur tenir tête. Excusez-moi, mais ça existe encore beaucoup jusqu'à présent. Oui, mais assez peu. Elles sont voilées, ça veut dire qu'elles sont vierges, c'est ça? Vous êtes prêts? Alors c'est parti. À Oman, leur professeur est le guide des présidents. George W. Bush, Nicolas Sarkozy. Depuis 25 ans, il est dans le métier. Bah après, si... Aujourd'hui, il accompagne ses élèves citadins à la découverte de leur pays. Si la fille elle est habituée comme ça, c'est vrai qu'elle va se sentir dénudée après ses Vous êtes des guides, vous êtes des créateurs d'expériences. C'est vous qui créez les expériences pour les touristes. Ça veut dire qu'elles ont des enfants, non? Comment? Vous les faites participer. Comment on porte le turban omanais, par exemple? Comme si toi t'as un bonnet et t'en as pas. Voilà, l'homme est prêt. On peut l'applaudir. Ça se voit, ça. Toi, si tu disais ça à quelqu'un qui ne te connaît pas, il te croirait. Je sais. Je vais t'apprendre. Déjà bien t'attends. Je parle comme toi, mais si. Excusez-moi, d'où venez-vous? De Pologne? J'ai de nouveaux amis omanais pour vous. Allez, ils vont vous en dire plus sur l'endroit. Écoutez, échangez avec eux, mélangez-vous, posez-leur des questions. Vous passez un bon moment avec les poissons autour de vos jambes qui mangent vos peaux mortes?
C'est super comme voyage. On est allé à plusieurs endroits, d'autant qu'en ce moment en Pologne, il fait -5. Faire le plein de soleil, c'est un luxe bien appréciable. C'est sûr que ça me fait sortir de ma zone de confort, car en général, je n'aime pas trop parler aux gens. Mais ça m'aide à être plus avenante. C'est aussi une chance, car il faut dire que pour les jeunes, c'est pas facile. Pour accéder à certains emplois, il faut faire de longues études supérieures, que certains étudiants ne peuvent pas s'offrir, et ils finissent chauffeurs de taxi, de bus ou commerçants. Et le tourisme est une industrie qui se développe. En 2004, Oman a été le premier pays du Golfe à se doter d'un ministère du tourisme. Et ces dernières années, l'obtention des visas pour les ressortissants des pays occidentaux a été facilitée. Ça ressemble à une journée pleine de surprises avec toi, Guy. Oui, absolument. Je voulais vraiment te montrer le lever du soleil ici, à bord de ce bateau. C'est une formidable occasion de le voir. Et c'est également un endroit merveilleux pour faire de la plongée. J'espère qu'on verra quelques tortues sur les îles. Donc oui, ça va être une journée pleine de surprises. De pouvoir plonger avec toi. En plus, toi, tu as un club de plongée avec un esprit bien particulier. Oui, on a monté ce club spécialement pour encourager les femmes omanaises à faire de la plongée. C'est un endroit où elles peuvent venir faire de la plongée dans un lieu magnifique et en toute sérénité. Ça veut dire que sans ça, sans ce genre de club, les femmes se sentent pas trop à l'aise de venir faire de la plongée, de se mettre en maillot de bain ou en combinaison de plongée avec des hommes. Nous vivons dans une société où les hommes et les femmes peuvent vivre de façon éloignée. C'est culturel et elles se sentent plus à l'aise si un club est encadré exclusivement par des femmes. Bon, les petites tortues nous attendent. Oui, tout à fait. Tu es prête? Allons-y. Non. Oui. Ah, des sèches, t'as vu? Ah, bah, il y a pas mal de tortues quand même, hein? Des poissons colorés, le corail. Bon, le corail il est un peu abîmé, je trouve. Est-ce que toi qui plonges souvent, tu as vu une modification des fonds marins là autour de ces îles? Cet endroit a toujours été très peuplé par la faune sauvage. Le corail a toujours été magnifique. Mais au fil du temps, il s'est dégradé. Ajoutez à cela les tempêtes et l'augmentation des températures, la faune maritime a changé et le corail a commencé à mourir. C'est honteux. C'est pourquoi nous devons agir et conserver cette faune. Et pour les espèces qu'on a la chance d'observer, il faut vraiment éduquer les plongeurs à respecter ce milieu exceptionnel et fragile. Oui, nous sommes ici sur un territoire marin que nous devons respecter. En suivant ce principe, nous sommes davantage en symbiose avec la nature. La faune marine n'a pas peur de nous. Nous prenons plaisir à l'observer ou à nager à ses côtés. Ouais, j'aime beaucoup l'état d'esprit que tu insuffles avec ces plongées. Merci Di pour la plongée, c'est super sympa. Hein. On sent que maintenant une petite balade sur la plage. Ça te rappelle des souvenirs d'enfance, toi, d'être ici? Oui, on allait toujours à la plage quand j'étais enfant. Chaque vendredi, on venait à la plage et on faisait des barbecues. Oui, c'est des bons souvenirs pour moi. Elles sont belles là, ces deux dames qui se baladent là comme nous au bord de bien l'eau. comme Ça fait d'habitude, plaisir sur de les voir des femmes aussi avec des voiles Bien, colorés. ouais, D'habitude, on voit les femmes avec l'hijab et la baya noire. Toi, tu l'as jamais porté, la baya et le hijab? Si, je la porte, mais ça dépend des occasions. Ouais.
L'abaya pour les femmes, c'est comme le costume traditionnel blanc que portent les Omanais. Moi, j'aime bien la porter quand je me rends dans des lieux officiels. Mais les femmes ici ont le choix de le porter ou pas? Certaines peuvent choisir et en font un vêtement à la mode. Et d'autres la portent pour des raisons religieuses. Mais d'une façon générale, les femmes ont le droit de la porter ou pas. Mais elles sont plus à l'aise avec. Sophie, si je t'ai fait venir sur cette plage, c'est pour que tu rencontres mes amis. On a l'habitude de venir ici après la plongée pour pique-niquer. Bonjour, bienvenue. Enchantée. Ravi de vous rencontrer les filles. Dis, t'as de la chance hein, d'avoir des copines comme ça qui préparent le pique-nique. Oui, t'as vu, j'ai de la chance. Et nous sommes chanceuses d'avoir Di à nos côtés. Qu'est-ce que tu fais là? C'est du halwa. C'est une recette à base de dattes, de safran, d'eau et de rose. C'est ce que l'on cuisine pour les occasions spéciales. On veut que tu goûtes la meilleure recette qui soit. Bah dis donc. Est-ce qu'une tasse de thé te ferait plaisir? Oui, ah bah, je croyais que c'était un petit cubi de rosé, mais en fait non, c'est du thé. It's not wine, it's tea. Je me disais c'est bizarre. C'est bon. Quel regard on porte ici sur des femmes modernes et indépendantes comme vous? Nous avons la chance d'avoir beaucoup de droits. Mais pour vivre une vie de femme moderne, ça demande de relever plusieurs défis. Et d'être assise là, comme nous sommes toutes les trois, libres, sans voile, après avoir vécu à l'étranger, sans être mariées. D'une certaine façon, nous vivons comme des femmes modernes. Mais ce ne serait pas honnête de dire que c'est le cas de la majorité des femmes. Toutes les femmes n'ont pas le privilège d'être libres comme nous. Toutes ne sont pas soutenues par leur famille. Toutes ne sont pas indépendantes financièrement. Elles n'ont pas le choix de pouvoir vivre leur vie. Et ça fait du bien de faire partie de ce changement. Mais oui, c'est un défi, car tout le monde ne tolère pas les femmes modernes. Elles sont nombreuses, les filles comme vous, à Oman? Nous ne sommes plus des exceptions. C'était le cas il y a 10 ou 15 ans, mais aujourd'hui, de plus en plus de femmes voyagent, soit pour les études, soit pour travailler. Et quand elles reviennent, elles apportent leurs idées, leurs expériences. Ça offre un bon mélange entre une vision traditionnelle locale et occidentale. Et tu vois, ça fait des personnes comme nous. Les femmes ont montré hein, qu'elles pouvaient s'imposer et mener plusieurs combats. Elles ont eu le droit de vote ici, bon, certes assez récemment, puisque ça date de 1994, mais elles ont encore beaucoup de choses à faire. Oui, je pense que c'est une première étape et que le chemin est encore long. Mais ce n'est pas grave, on assume de dire j'aime vivre ici, c'est fantastique, on a une bonne qualité de vie. Mais je veux plus. Je pense que ça rend les conversations plus faciles. Aucun endroit au monde n'est parfait. Il y a des challenges partout, mais ouvrons les débats et discutons. C'est important de montrer que vous n'êtes pas dans le jugement des choix individuels. Je ne m'attendais pas, après avoir fait une plongée avec toi, Di, à vivre ce moment-là de partage avec vous, d'échanges très spontanés et naturels. Donc merci pour votre confiance à toutes les trois. Merci à toi, Sophie. Merci d'avoir accepté notre invitation et merci d'avoir lancé cette conversation. Cool les filles, merci beaucoup. Ces bateaux au loin viennent d'Iran. Ils arrivent à Oman avec du bétail dans leur cale. Et ils repartent de chez nous avec de l'électroménager ou de l'AIFI. Aujourd'hui, il y a des vagues, mais d'habitude, tu peux croiser plus de 50 bateaux qui transportent du gaz, du pétrole entre tous les pays de la zone. Ici, au nord d'Oman, on est à 35 minutes des Émirats Arabes Unis et à 1 heure de l'Iran en bateau de mon village et à 1 heure de Dubaï. Ali est pêcheur, comme son père, dans ce carrefour stratégique du détroit d'Ormuz. Tchouf, c'est un poisson. Au milieu du XXe siècle, tous les marins du commerce des épices et des tchouf, c'est un esclaves passaient poisson. ici.
Aujourd'hui, avec chaque lequel année, on fait c'est du plus d'un tiers tchéboudian, du c'est pétrole mondial qui traverse du ces mérou, eaux. je crois. Ici, c'est facile de naviguer. Faire le Sauf si tchéboudian. tu franchis la frontière iranienne. Éventuellement, alors tu peux avoir des problèmes. T'as mis où ça qui Mais j'arrive à reconnaître les frontières. Par exemple, avec un pipeline pour les J'ai une Émirats. mèche dedans. Mais pour l'Iran, il n'y a pas de signe distinctif. C'est pour cela qu'on a appris à se repérer avec nos parents quand on était plus jeunes. Ici, dans le royaume légendaire de Simbad le marin, le poisson est abondant. Pour cause, la pêche industrielle est interdite dans tout le sultanat et les eaux sont riches en plancton et en sardines qui nourrissent les bancs de thon. La moitié de son, ça suffit là. C'est très fort. C'est du thon, là. Dans notre chanson, on demande à Allah de nous pas donner là, du hein, poisson bossu. pour nous donner la force, comme nos grands-parents le faisaient. La pêche miraculeuse partira d'abord à Kassab, la grande ville de la région, puis à Dubaï, avant d'inonder Ils le bougent marché pas, les asiatique. poissons. Les pêcheurs en tirent 10 à 15 euros le kilo et se partagent le butin. Ils sont déjà là. C'est une bénédiction d'Allah. On est épuisé, mais quand on a autant de poissons, on est heureux. Si tu veux être heureux, tu dois te fatiguer. Pour rien au monde, je ne quitterai la mer. On arrive à mon village, Kumzar. On ne peut y accéder qu'en bateau. 4500 personnes habitent Kumzar pendant l'hiver. L'été, il fait trop chaud. Toutes les familles s'installent à Kassab. Avant, on ramenait le poisson sur la plage, puis on le salait pour le vendre aux Irakiens et aux Iraniens. On parle le Kumzari. Cette langue est unique à ce village. Elle s'est créée par le mélange d'autres langues. L'arabe, l'hindi, le farsi, l'ourdou, le portugais, etc. Par exemple, on dit door comme porte en anglais, ou open comme ouvrir. La langue est née parce que des navires commerçants du monde entier faisaient halte ici. On a encore un autre aussi, je crois. La légende raconte que cette langue serait née car les marins qui commerçaient de par le globe venaient se ravitailler en eau douce ici, à l'unique source de la région. Ainsi, le Kumzari mélange plus de 45 langues. Par exemple, le chiffre 2 se dit comment. Bonjour. Prêt pour la leçon du jour? Asseyez-vous. Vous êtes prêts? C'est parti. Vous avez une culture singulière, différente. On va parler de ça. Est-ce que quelqu'un peut nous dire comment on salue quelqu'un en Kumzari? J'aime ma langue Kumzari. Je veux la préserver. Mais parfois je me dis que j'aurais préféré connaître l'anglais car il est plus utilisé. C'est la langue internationale. La langue du secteur dans lequel je veux faire carrière. Je veux être architecte et construire des maisons en Angleterre. Aujourd'hui, le Kumzari est considéré comme gravement en danger par l'UNESCO. Depuis les années 70, le sultanat encourage la nationalisation et l'uniformisation, notamment autour de la langue arabe. Je crie en Kumzari. Je viens tous les matins ici.
pour observer le poisson. Par exemple, je vois des petits barracudas briller. Alors je dis aux pêcheurs en bas où ils sont. Je n'abandonnerai jamais ma langue Kumzari. Et je compte bien l'apprendre aux enfants de mes enfants. Bienvenue à la mosquée de Mascate. Salam alaikum. Bonjour. Merci pour votre accueil ici. Grâce à vous, je vais avoir une visite privilégiée de cette magnifique mosquée qui est vraiment l'emblème de Mascate, même l'emblème du pays. Oui, c'est pour moi la plus belle mosquée du monde. Les travaux de cette grande mosquée ont débuté en 1995 et elle a ouvert 6 ans après, en 2001. Alors ici, on est dans la salle de prière réservée aux hommes, mais qui est ouverte à la visite. Des touristes peuvent venir même si on n'est pas musulman. C'est le sultan Qaboos qui a décidé que cette maison dédiée à la prière serait également un lieu ouvert à toutes les civilisations et à toutes les religions. Et on compte aujourd'hui entre 3000 et 6000 visiteurs par jour, sur les 3 heures libres sans prière. Pendant les prières, 6500 fidèles peuvent se retrouver ici pour écouter l'imam. Au moment des prières, justement, on entend l'appel à la prière, le son du muezzin. Quel message est véhiculé dans cet appel? Le muezzin a dit « Allah est grand ». Mahomet est le prophète. Laissez votre travail et venez à la prière. Merci Mahmoud. Shukran. Merci à vous. Merci Mahmoud. Les amis, on a encore quelques kilomètres à faire. J'ai très envie de vous présenter une jeune femme extraordinaire qui s'appelle Nadira. Elle nous attend dans son village qui s'appelle Al-Moudayri. On y va. Bonjour. Comment ça va? Bienvenue à Al-Moudayri. Ah bah, merci de m'accueillir chez toi. J'ai fait une longue route pour te rejoindre, Nadira, parce que je voulais découvrir ton village, Al-Moudayri. C'est un village historique et typiquement oumanais. Son histoire est vraiment très belle et je suis très fière d'être originaire d'ici. Nous sommes sur la place du souk. Il y a encore quelques années, tous les commerçants s'installaient ici pour vendre leurs marchandises. Il y avait énormément de monde et c'était très fréquenté. Mais malheureusement, les gens ont quitté le village pour la ville. Et les gens ont perdu l'habitude de venir ici. Bon, allons visiter ce village. Je me souviens que quand j'étais petite, on n'avait pas le droit de venir ici.
Avec mes amis, on partait à l'aventure dans le village et on se prenait pour des explorateurs. Tout le monde se prêtait au jeu, filles comme garçons. Ce sont de formidables souvenirs, même si nous étions terrorisés à l'idée de se faire attraper. Cet endroit est assez impressionnant. La porte est très belle. Là, on est où exactement? Ça, c'est une sabla. Elle a été construite par de riches marchands. C'est un lieu où l'on résout des conflits de voisinage. Seuls les hommes ont le droit d'y entrer. On en trouve dans tous les villages omanais, mais celle-ci est très ancienne. Elle date d'environ 1820, comme en témoigne cette magnifique porte. Eh ben écoute, c'était un endroit réservé aux hommes, mais on va transgresser les règles, hein, toutes les deux. On va rentrer quand même. Grâce à l'épaisseur de ces murs, l'endroit reste frais. Sophie, d'ici, on peut voir tout Al-Mudayrib. Les anciennes et les nouvelles constructions. Les montagnes autour d'Al-Mughira. Et tu vois ces tours, quand on était enfant, on montait tout en haut. Regarde ces montagnes. Eh bien, je les arpente maintenant pour m'entraîner dans ma discipline qui est l'alpinisme. Tu aurais pu te contenter des sommets du sultanat, mais tu es allé beaucoup plus haut, beaucoup plus loin, sur le toit du monde. Oui, c'est vrai. J'avais envie de repousser les limites et de gravir des montagnes encore plus hautes que celles de mon pays. J'ai même gravi l'Everest et je suis la première femme omanaise à l'avoir fait. J'ai commencé à m'entraîner sur ces reliefs, mais je te donnerai plus de détails plus tard. Bonjour tante Radija, je te présente Sophie. Bonjour Radija. Tu en as fait beaucoup? C'est seulement pour Sophie et moi? Mangez ce que vous voulez, on finira le reste avec la famille. Mais tout ça pour moi, ça fait beaucoup quand même. C'est gentil. J'ai donc préparé des spécialités. Ici tu as de la viande. C'est du mouton qui a été préparé de façon traditionnelle. Alors ça, c'est vraiment la générosité des cuisinières romanaises. Elles préparent toujours pour plein de gens. On ne sait jamais s'il y a des amis, la famille qui arrivent. Voilà, c'est vraiment le sens du partage et de l'accueil. Merci beaucoup, madame. Je vais te servir. Ça, c'est du kabouli avec de la viande. Ça, c'est du massaounif. C'est un petit pain garni de viande. On l'appelle aussi le burger omanais. On va manger un petit peu, parce qu'on va faire quelques kilomètres à pied toutes les deux. Parle-moi un petit peu du programme que tu as préparé pour nous. Demain, on va à Jebel Shams. J'adore cet endroit. C'est là-bas que je me suis entraînée. J'y ai ressenti de la joie, parfois de la douleur dans l'effort, beaucoup de sentiments différents. J'espère que tu vas aimer cette balade. Je vais adorer cet endroit, j'en suis sûre. Et ça sera le décor absolument parfait pour me parler de ta passion de la montagne. Merci pour ça. Mbappé libère tous les autres attaquants, comme Messi. Exactement, tous les défenseurs adverses sont sur eux. Nawaf, l'aîné, et Leyam, la cadette, sont frères et sœurs. À partir de l'âge de 9 ans, et ce jusqu'à l'université, les classes ne sont pas mixtes. Ce que je préfère vraiment, c'est le week-end. C'est quitter l'école et enlever mon uniforme. Il est long, il est lourd, et l'été on crève de chaud dedans.
Salut petite sœur, comment s'est passée ta journée? Très bien. Maman. Leur mère, Samia, travaille dans l'administration du gouvernement omanais, comme une grande partie de ses concitoyens. L'État est l'un des premiers employeurs du pays. Salut. Allez, on y va tout le monde. En dernière heure, on devait avoir anglais, mais la prof était absente. Ici, on parle en anglais et en arabe. On mélange les mots, la grammaire, les phrases. On appelle ça l'arabisie. L'arabe et l'anglais sont mélangés. Généralement, c'est le chauffeur qui vient chercher les enfants à l'école. Il y en a beaucoup à la sortie des classes. Les enfants finissent à 14h45 et moi je finis à 14h20. Donc je ne peux pas être à l'heure. Les après-midi sont libres, chacun va qu'à ses occupations. Personnellement, je pends mes tiges d'achat car je n'aime pas qu'elles aient des plis en bas. Je les aime parfaitement repassées. Quand on la porte, on doit être élégant et impeccable. Sur la tête, je porte le kumar. Je bataille avec mes cheveux pour les coincer dedans. Et à la fin de la journée, quand mes cheveux ont été compressés, je ressemble à ça. Dans ma vie, j'essaye d'équilibrer. J'ai mes jours traditionnels et ceux où je porte une tenue plus sport, avec un sweat, un jeans et les baskets. Nawaf aimerait travailler dans le tourisme. Son père, Zaran, est lui dans l'industrie pétrolière. Comme son épouse, il a grandi dans un village au nord de Mascate, la capitale. Beaucoup de gens pensent que dans le Golfe, on a tous des puits de pétrole dans le jardin. Ok, j'en ai quelques-uns. Mais la réalité, c'est que dans les pays du Golfe, jusque récemment, le quotidien n'était pas facile. Pour ma part, j'ai grandi sans électricité à la maison. J'allumais les bougies pour réviser mes contrôles à l'école primaire. Salut, comment ça va? Bien, bien. Super tonton. Mes parents ont eu 5 enfants. Pour Oman, c'est une famille moyenne, on va dire. Moi, j'ai 4 enfants. Les familles se réduisent de plus en plus. Ça doit être le standard international. Le week-end à Oman, c'est très famille. Le vendredi, on se rassemble. Les parents doivent accueillir les enfants, et quand les parents ne sont plus là, l'aîné de la fratrie doit accueillir ses frères et sœurs. Il faut dire qu'on est très casanier. On aime manger à la maison. S'ils restent à la capitale pour le week-end, s'ils ne vont pas dans la maison de famille, au village ou dans la résidence secondaire sur la côte, beaucoup de familles passent du bon temps dans les malls, les centres commerciaux de la capitale. Il y en a partout. Regarde la montre, elle est belle. Ah non, pas terrible. Comment ça, non? J'aime pas. Ah oui, toi, tu préfères ce genre de choses. Dans ce mall, il y a plus de choses modernes, ce qui est plus dans mon style. Mais on peut aussi trouver des tenues omanaises modernes ou traditionnelles. Pas traditionnelles, mais du genre de la baya de maman. Oui, plus arabe, quoi. Bonjour les filles. D'où viens-tu, très chère? Du Pakistan. J'aime quand le henné va jusque-là. Vraiment? Même pour mon mariage, je n'en ai pas voulu. Moi non plus. Au début, mon mariage était un mariage arrangé. Mais avec Zaran, avec qui on est cousins, on s'est parlé. Moi, je voulais une vie plus moderne, être mariée avec quelqu'un qui ne me restreindrait pas,
genre fais ci, fais ça. Et lui, il était ouvert d'esprit. Alors je me suis dit, c'est ma chance. Et maintenant, ça fait 23 ans qu'on est ensemble et c'est un mari incroyable. Vraiment, il l'est. Pour mes filles, je soutiendrai leur choix. C'est leur vie. Elles pourront choisir. Je les ai élevées afin qu'elles puissent décider pour elles-mêmes, qu'elles veuillent étudier, se marier. Mais je préfère quand même les hommes aux yeux bleus. Nos parents nous ont appris à être très indépendantes. Tout ce qu'on fait, on le fait par nous-mêmes. Et alors ton futur mari, il sera comment? Mon futur mari? Plusieurs maris, plusieurs mariages. Liam va tout changer. Aujourd'hui, les hommes peuvent avoir 4 femmes. Enfin, s'il y a une vraie raison, du genre la première ne peut pas avoir d'enfant ou elle est tombée malade. Moi, si mon mari prenait une autre femme, je lui ferais la peau. Les enfants de Zaran et Samia veulent étudier à l'étranger avant de revenir travailler dans le sultanat. Comme beaucoup d'Omanais, ils pourront bénéficier de bourses d'études. Leur père est passé par la Chine, le Pakistan et la Grande-Bretagne avant de revenir à Mascate. C'est ça, je pense à ça. Moi, un van à la location à la semaine, c'est 1000 euros. 1000 Ouais. Donc tu le loues un an, t'as l'autre, tu peux t'en acheter un. Sophie, nous sommes à Jebel Shams, l'un des plus beaux endroits d'Oman. Je viens souvent ici, parfois seule ou avec des amis. Ce Jebel Shams, c'est vraiment un symbole. Hein. C'est le plus haut sommet d'Oman et également du golfe Persique. Sa hauteur est de 3009 mètres. Tu as vécu une expérience absolument extraordinaire. J'aimerais bien que tu me la racontes. En 2019, j'ai gravi l'Everest et j'étais la première femme omanaise à le faire. 9 ans après la première ascension d'un alpiniste omanais. Qu'est-ce que ça t'a apporté, cette expérience, à titre vraiment personnel, au plus profond de toi? Ouais. Beaucoup de choses. Ma personnalité a changé. Je vois la vie différemment. Je me suis éloignée de tout ce qui est matériel pour me concentrer sur ce qui a plus de valeur. J'étais fière de moi et heureuse. Ça m'a comblée parce que j'ai compris ce que je cherchais dans la vie. Tu dois vraiment être un très bel exemple pour beaucoup de jeunes femmes dans ton pays qui, elles aussi, essayent de franchir leur Everest, presque symboliquement. Je le souhaite, je l'espère. C'est un message très important. Beaucoup de filles me contactent pour savoir comment arriver à ce niveau. Comment j'ai fait pour convaincre ma famille? Comment j'ai réussi à grimper en portant le hijab? Où est-ce que j'ai acheté mes habits? Ce sont des détails, mais pour nous les filles, ce sont de vrais défis à relever, surtout dans notre pays. J'essaie toujours de les encourager et de les aider pour qu'elles croient en elles. Alors tu ne t'es pas arrêtée à l'Everest, hein. Tu as relevé d'autres challenges et quelque chose me dit que tu as d'autres idées en tête. Après l'Everest, j'ai senti que j'avais envie d'aller encore plus loin. Dernièrement, j'ai escaladé le K2, le deuxième sommet népalais le plus haut après l'Everest. Et je pense que je vais continuer ces défis. Ces montagnes sont comme ma maison. Je t'admire vraiment.
vraiment toute petite là. Cet endroit est magnifique pour se balader. Là, si tu regardes sur le côté, oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Là, tu peux apercevoir une petite piscine naturelle. Là, on ne commet pas d'imprudence en venant ici. On suit vraiment un sentier balisé. Oui, ici c'est un sentier balisé utilisé par les bergers. Les montagnes du Hajar sont très réputées, en particulier pour la richesse de leurs fouilles. Souvent, lors de mes entraînements, je m'arrête et je les prends en photo. Regarde celui-ci, on dirait un coquillage. C'est sûrement un fossile qui témoigne de la présence de la mer. Ça nous raconte vraiment les origines de la formation géologique de ces montagnes. Les montagnes d'Oman sont une destination importante pour les géologues. Ils viennent ici pour étudier la biologie et ce qu'il y avait au fond des mers. Vraiment, merci beaucoup Nadira de m'avoir amené jusqu'ici. C'était vraiment un cadeau de pouvoir admirer ces magnifiques paysages. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir pu faire ta connaissance. J'espère que nos routes se recroiseront un jour. Et puis je vais te suivre sur les réseaux sociaux pour pouvoir admirer tes prochaines aventures. J'étais très contente d'avoir vécu tous ces beaux moments avec toi. Et j'ai été heureuse de te faire découvrir une petite partie d'Oman. Bon, je te souhaite de relever encore plein de défis, mais surtout prends bien soin de toi. Fais attention à toi. Thank you very much. L'oryx d'Arabie est blanc. C'est ce qui lui permet de survivre dans des endroits hostiles comme ici. Le blanc réfléchit les rayons du soleil. Au centre du pays, dans le désert, Sami est le biologiste de la réserve des oryx d'Arabie. Plus de 28 000 hectares dédiés à cet animal totem de la péninsule arabique. Ils peuvent survivre sans boire pendant très longtemps. À l'état sauvage, ils se nourrissent uniquement le matin avec les gouttes de rosée sur la végétation. En 1972, le braconnage, pour le trophée ou pour la viande, a fait disparaître l'oryx de toute la péninsule du Yémen jusqu'en Jordanie. Aujourd'hui, Sami supervise sa réintroduction. Depuis 1982, ces animaux sont gardés, nourris et surveillés dans cet enclos de 800 hectares avant d'être relâchés dans la réserve. Le projet a débuté avec 10 individus venus d'un zoo américain. On doit garder nos distances. Les oryx sont très agressifs, surtout les femelles quand elles portent leurs bébés. Elles les protègent. Si quoi que ce soit avance, elles attaquent avec leurs cornes très aiguisées. Vous allez les nourrir et me dire si vous voyez qu'un des leurs a un problème. D'accord ? Comme les oryx restent en groupe, en les observant à distance, je peux repérer ceux qui sont souffrants. Ils sont isolés du troupeau. Vous n'avez vu aucun malade de votre côté? Tout va bien alors. Merci.
En 2007, la surface de la réserve a été réduite de 90% pour la prospection pétrolière autour de la réserve. Le pétrole a une grande valeur pour notre économie. On doit trouver l'équilibre entre l'environnement et l'économie. Donc, on doit garder les oryx et en même temps, on doit trouver plus de pétrole. Il faut dire que depuis les années 70, Oman est parmi les 10 pays au monde qui ont connu la plus forte ascension économique et sociale. Dans cet état où les ressortissants ne payent pas d'impôts, le PIB par habitant est estimé à près de 20 000 € selon la Banque mondiale. Concernant la chasse, avez-vous vu des braconniers? Non, rien à signaler. Maintenant, nous allons repartir en patrouille vers le nord. L'oryx est toujours menacé par le braconnage. Les chasseurs viennent principalement d'Oman ou d'autres nations du Golfe comme l'Arabie Saoudite dont la frontière est au nord de la réserve. Il y a une gazelle. Dans les années 80, Sa Majesté le Sultan est venu attribuer une mission à tous les membres de notre tribu, les Herzouzi. Il nous a ordonné de veiller sur les oryx et de lutter contre le braconnage. Oman était un territoire tribal. En distribuant les responsabilités, le pays souhaitait construire une nation et non un amoncellement de tribus. Cette arme, ce M16, nous l'utilisons lorsqu'on voit des chasseurs. On a le droit de tirer un coup en l'air pour l'effrayer et le faire cesser. Après, s'il prend la fuite, on n'est pas autorisé à lui tirer dessus. Les braconniers sont passibles de 5 ans d'emprisonnement et 12 000 € d'amende. Tu es intéressé au baguette? Oui, elle est bien. C'est ce que je recherche. 57 rials. 58. 59. 60 rials. Passe. Tu t'arrêtes? Plus que ça, c'est trop cher. Ce marché, il est important pour la région? Oui, c'est le souk de Bidiya. Il a lieu tous les mardis. Il est très ancien. Depuis 30 ans, le marché aux bestiaux se fait dehors. Avant, il y a plus de 100 ans, c'était dans ce bâtiment. Mais on avait besoin de plus de place. Il y a un monsieur qui est un ami qui veut te dire bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Alors en entrant dans ce salut, en se frôlant le nez? Oui, c'est une tradition chez les Bédouins. Mais on ne le fait pas toujours. Ça dépend. On le fait avec un membre de la famille, de la tribu ou simplement un Bédouin. Plus on se touche le nez, et plus on est proche. Il y a beaucoup de coutumes. D'accord. C'est essentiellement masculin là, comme ambiance. Il y a quelques femmes quand même, elles ont le droit de négocier. Oui, chez les Bédouins, elles ont les mêmes droits et les mêmes devoirs que les hommes. Les hommes et les femmes sont égaux. Elles peuvent acheter, elles peuvent vendre, elles peuvent participer à tout. Il n'y a aucun problème à ce que les femmes soient parmi les hommes. La paix soit sur vous. Je donne 50 rials pour la blanche. Non, 77. C'est cher. Je la prends pour 70 rials. 70, je prends. C'est bon.
Nous allons dans le désert. C'est ma maison. J'ai monté un camp bédouin touristique pour continuer à vivre dans le désert. La vie des Bédouins a bien changé. Tu représentes vraiment la génération intermédiaire entre la vie nomade des Bédouins et la vie moderne. Aujourd'hui, je bénéficie de la vie moderne. Je me déplace en voiture, je vais sur Internet. Toutes ces choses sont accessibles. Mais je suis très chanceux car plus jeune, j'ai pu vivre la vie des anciens Bédouins. Une vie nomade, faite de voyages. Une vie très rude, car la température peut monter à plus de 50 degrés dans le désert. Et je sais aussi à quel point ces conditions resserrent les liens et soudent les familles. Bienvenue au camp, Sophie. Merci. Alors ce soir, je vais dormir au milieu des dunes. Tu vas te reposer, au calme. Tu vois, il y a deux types de tentes bédouines. Celle en tissu, plus chaude pour l'hiver, et celles-ci sont pour l'été. L'air circule et il y fait plus frais. Je vais te présenter mon épouse. Elle est avec des femmes qui font du tissage traditionnel. Sophie, on va prendre un café? Ça te dérange pas si je reste un petit peu avec les dames? Tu m'en veux pas? Non, pas de problème. Je te laisse. À tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu as préparé là, Marilla? C'est du lait de brebis et de chèvre. Le matin, on fait la traite, puis je mélange le lait dans ce récipient et j'obtiens du beurre. Et tu t'en sers après dans la cuisine? Oui, ça a un goût assez fort, mais c'est bon. Et les autres femmes, alors, elles perpétuent une tradition d'artisanat local? C'est la tradition manuelle bédouine. Avec le fil, on fait des tapis comme ça, ou des sacs. C'est beau tout ça. Des bracelets. Je crève. Ah, alors, il faut que tu me parles de ça. Il faut que tu m'expliques. C'est la burqa des Bédouins, la burqa de la tribu Waïba. À partir de quel âge tu as porté ça, toi? Quand je me suis mariée. Si tu n'es pas mariée à 20 ans, tu dois la porter. Au début, j'ai eu peur. C'était difficile. Petit à petit, je m'y suis habituée. Mais qu'est-ce qui te faisait peur? C'était nouveau, j'étais timide. J'avais besoin de temps pour m'habituer, car je me suis mariée jeune. J'avais seulement 15 ans. Pour moi, c'était un peu difficile. Ce n'est pas ton choix, j'imagine, de te marier à 15 ans. Comment tu l'as vécu? Chez les Bédouins, avant, ce sont nos parents qui nous mariaient, sans demander notre avis. Mais Dieu merci, mon mariage est une réussite. J'ai 7 enfants. L'éducation n'a pas été facile, mais je crois que j'ai été une bonne mère. Ouais, c'était pas facile, ouais. T'es une mère comblée, ça va. Ouais. Qu'est-ce que tu souhaites pour tes filles? Qu'elles choisissent leur mari? Ma fille est née à 25 ans. Elle a fini ses études à l'université. Maintenant, elle cherche du travail.
Elle est fiancée. Et si Dieu veut, cet été, elle va se marier. Inch'Allah, je te le souhaite. Je te souhaite. Là par le vent et le sable, ça fait un bien fou d'être ici. Je suis né et j'ai vécu ici. Mais chaque jour, c'est une émotion renouvelée devant un tel paysage. Le désert est magnifique. Au moment du coucher du soleil, on découvre la variété des couleurs du sable. C'est pour ça que je veux rester ici. Je me sens libre. Au désert, c'est toute ma vie. Bonjour. Qu'est-ce que tu as de beau? C'est mon endroit. J'ai grandi ici, dans ce quartier, avec ma famille. Oman est presque une île. Donc on a toujours du poisson et on aime venir au marché pour l'avoir frais. Mais pour ça, il faut venir tôt le matin. Bonjour. Ça va, chef? À choisir un poisson à bon prix, comme celui-là? Les badauds sollicitent les conseils d'Issa car il est chef dans plusieurs hôtels de luxe à Mascate et depuis plusieurs années, il est à la tête d'un show de cuisine à la télévision nationale. Il a même cuisiné pour le précédent sultan. La culture du poisson nous vient des plongeurs qui pêchaient les perles fines au Xe et XIe siècle. À l'époque, il n'y avait pas de gaz ou de pétrole. Les perles, c'était notre or. Ils restaient en mer pendant 6 mois à 1 an. C'est eux qui m'ont créé nos recettes avec les poissons séchés, les tomates séchées, le riz et les épices qu'ils emmenaient. On a appris avec leurs recettes. Les épices ont nourri la cuisine omanaise par la mer. D'Inde, du Pakistan ou d'Iran, les marins commerçants ont toujours transité par le sultanat. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Bien la santé? Qu'est-ce que tu aurais pour que je fasse un bon halwa, la sucrerie omanaise? J'ai de la cardamome, c'est la meilleure. Très bien, ça me va. Je ne peux pas imaginer la cuisine sans épices. Elles sont le goût et la saveur. Ahmed est l'artisan de la gourmandise la plus prisée d'Oman, le halwa. Directement inspiré par la route des épices, il y a plus de 500 ans. Je suis en train de préparer un halwa omanais. C'est de l'eau, de la cassonade, du sucre blanc et de la farine. Après ça, on ajoute du ghee, du beurre clarifié aux épices, du safran et de la cardamome. On va mettre la cardamome et des amandes effilées. C'est un symbole d'hospitalité à Oman. On doit remuer comme ça pendant 3 heures. C'est un effort, mais c'est chouette à faire. Ces dernières années, le gouvernement a régulé cette production. La juste quantité de sucre, pas plus, sans arôme artificiel ou colorant.
un contrôle qualité afin de prétendre à l'appellation halwa. Une façon de ne pas dénaturer ou dégrader la qualité de la recette traditionnelle. Chaque jour, nous produisons 1 tonne de halwa. Pour les occasions spéciales, le week-end, l'Aïd, les mariages, ça monte à 2 tonnes. C'est un marché très concurrentiel, car ça rapporte bien. Il y a des ingrédients de prestige, comme le safran. Le safran, c'est notre diamant. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Asseyez-vous. Ce halwa est fait avec du lait de chamel. Et celui-là, c'est le traditionnel avec un peu de noix et du safran. Et celui-ci, il est fait avec du miel. Vendu entre 5 et presque 30 € le kilo, le halwa est toujours servi avec le café, en signe d'hospitalité. Le halwa au lait de Chanel, c'est le meilleur pour moi. Quand j'étais jeune, il n'y avait que 2 types de halwa. On en mangeait tous les jours sur le chemin de l'école. Pour Issa aussi, la cuisine est une madeleine de l'enfance. Il avait 14 ans lorsqu'il mettait la cuisine de sa mère sans dessus-dessous. Devenir chef ici dans le Golfe, avant c'était difficile. Moi j'ai dû demander à mon oncle de plaider ma cause auprès de mon père, qui lui force la main. Et il m'a dit quelque chose de très important. Dans le futur, des gens ne te respecteront pas et tu dois l'accepter. Et c'est vrai, dans notre culture, les hommes ne cuisinent pas. Peu importe comment tu l'appelles, président, ministre, général, chef de cuisine, tout le monde s'en fout. Cette profession n'est pas dans notre culture. Tu dois l'accepter. Bon appétit à toi. Je commence par le poisson. Mon père est yéménite et il a rencontré ma mère, pakistanaise, en Arabie Saoudite, où je suis né. Quand je suis venu à Oman, je suis tombé amoureux du sultanat. Le mélange des épices, des ingrédients et des cultures rend la cuisine si riche. À chaque fois que je goûte quelque chose, j'ai l'impression d'être transporté sur un autre continent. Qui donne directement sur l'océan Indien. C'est très poissonneux ici, tu trouves beaucoup de choses? Oui, ici on pêche un peu de tout. Il y a du poisson, de la sèche. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de vent et l'eau est trouble. Ça va être difficile d'attraper du poisson, mais je vais essayer quand même. Oui. Faut que je t'aide là-bas? Oui, viens. J'arrive. Les filets sont vides. 1, 2, 3. Il y a trop de vent. On n'aura rien aujourd'hui. C'est pas grave. Je vais t'emmener sur mon île et te montrer où je vis. J'espère que ça va te plaire. Voici mon île.
Bienvenue sur l'île de Mahat. Mes parents habitaient déjà ici, un peu plus loin au village. Cet endroit, c'est tout pour moi. Quand je suis ici, je me sens bien. Alors le voilà, le village des pêcheurs. Voilà Sophie, on est arrivé chez moi. Et voici le bateau que mes parents utilisaient pour aller en mer. Des fois, on partait à la pêche pendant une semaine entière. Une semaine? Des fois même 2. Aujourd'hui, tu sors le matin et tu rentres le soir? Oui, on part le matin et on revient au coucher du soleil. Et tu espères à chaque fois revenir avec combien de kilos de poissons? Avant, j'avais de la chance. Je pouvais ramener jusqu'à 100 kilos de poissons par jour. Mais maintenant, il y a de moins en moins de poissons. Je ramène 30 ou 40 kilos seulement. Ça diminue régulièrement. Allez, viens, on va se mettre à l'ombre. Salam alaikum. Bonjour. Sophie, je te présente mon cousin et mon neveu. Enchanté. Assieds-toi. Il est là. Votre vous. Non, ça va. Merci, pas pour moi la chicha, mais vas-y, je t'en prie. Qu'est-ce qui te convient dans cette vie alors? J'aime cette vie car c'était celle de mes parents. Je me dois de perpétuer ce qu'ils m'ont transmis. Et puis cet endroit est tellement paisible, je suis heureux. J'espère continuer comme ça le plus longtemps possible. Je te souhaite de continuer à être heureux comme ça alors. Merci Sophie de nous avoir rendu visite. Si Dieu le veut, tu pourras revenir quand tu veux. Tu seras toujours la bienvenue. Ouais, c'est gentil, shukran. Avant de vous quitter, je voulais vous offrir encore quelques vues sur le Jabal Sham, qui est vraiment un de mes coups de cœur de ce voyage. Je voulais remercier toutes celles et tous ceux qui ont eu la générosité de m'accueillir ici, à l'image de Khaled qui a ouvert la voie de ces échappées belles, d'Obaïd, le gardien du désert, ou encore de Di ou Nadira, qui ont vraiment des parcours exceptionnels. Entre le bleu de la mer d'Oman, les ocres du désert ou les contrastes des wadis ou de ces montagnes, je suis sûre que tous ces paysages sauront satisfaire votre curiosité de voyageur si vous aussi vous avez la chance de venir ici un jour. Si vous voulez revivre ces échappées belles, eh bien vous le savez, il y a le replay. On peut aussi se donner des nouvelles sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse très fort et comme d'habitude, faites de beaux voyages. Shukran les amis. Cuba, ces belles voitures, ça n'a pas de prix. Ces voitures insolites. On va prendre un taxi un peu spécial. Et même... Si tu veux conduire, on te faire passer mon permis charrette alors. Échappée belle à Cuba, samedi prochain à 21h sur France 5 et sur la plateforme France.tv. Comme on dit ici, c'est un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et cette semaine, eh bien, j'ai la chance
de vous faire découvrir Amsterdam et ses alentours le temps d'un week-end de 3 jours. La capitale néerlandaise est réputée pour son patrimoine culturel, ses musées notamment, aussi pour son système élaboré de canaux qui peut accueillir des milliers de bateaux, et également pour son architecture, avec ses maisons étroites à pignons qui datent du XVIIe siècle, l'héritage de l'âge d'or de la ville. N'oublions pas ces 500 km de pistes cyclables, et d'ailleurs ici il y a plus de vélos que d'habitants. Soyez donc les bienvenus pour ce week-end prolongé au fil de l'eau dans la cité hollandaise et ses alentours. Bienvenue dans les échappées belles. À Amsterdam, Il en reste une. Et quand tu t'allonges sur le lit, c'est comme si tu flottais sur l'eau. C'est pas mal du tout. un week-end qui rime avec découverte. 80 à 85% des fleurs à bulbes dans le monde viennent des Pays-Bas. Donc nous sommes le plus gros producteur de bulbes et de tulipes. Ici, le futur, c'est maintenant. Le challenge, c'était de construire un bateau uniquement avec des déchets plastiques. Je voulais faire quelque chose de positif pour l'environnement. Et aujourd'hui, on en a 12. Un peu de bon sens. Une chose dans la nature, c'est l'espace. Ici, les bœufs ont beaucoup d'espace. Ce qu'on essaie, c'est de faire une étable pensée à partir de l'animal. Et des idées révolutionnaires. Je vois les quartiers flottants comme une opportunité pour régler le problème du manque de logement. C'est aussi une façon intelligente de construire des habitations à l'épreuve du futur. Pour Jérôme Pitorin, je pense que chaque client qui vient au restaurant veut goûter un morceau d'Amsterdam. Bon, moi je veux goûter là, j'en peux plus. Un week-end foisonnant. Le mouton de Drenthe, c'est le premier mouton qui est apparu en Europe 4000 ans avant Jésus-Christ. Nous voulons conserver cette race car c'est une espèce rare. Je regarde la farine pour voir si elle est moulue correctement. J'ai découvert ce métier et vraiment j'ai adoré. J'espère faire ça toute ma vie. Et je n'ai qu'une chose à te dire, profite de ton week-end à Amsterdam. Ah ben, je pense que ce sera le cas. Tu es là, t'es juste en face. Je te cherchais. Allô? Ça va, Marius? Ça va bien? Super bien. Ok. Toi aussi? Bienvenue à Amsterdam. Merci beaucoup. Ouais, c'est un vrai bonheur de se promener à vélo comme ça dans ta ville. Et puis alors là, arriver au Rijksmuseum, c'est quand même juste le plus beau musée du pays, je pense qu'on peut le dire. Peut-être même le plus beau musée du monde. Ah, rien que ça? Ah oui, peut-être, oui. Après le Louvre, tu veux dire? Il a une renommée mondiale, notamment pour la ronde de nuit de Rembrandt et de nombreux autres tableaux. Ouais, et du Vermeer notamment, la laitière. Alors on va aller se promener ensemble dans ta ville? Exactement. Je suis d'Amsterdam. J'aime cette ville, je la trouve magnifique. Je vais te faire découvrir quelques beaux endroits et ensuite je te montrerai ce que je fais dans la vie. Ah oui. On va aller faire une pêche spéciale. Voilà, on va aller pêcher. Oui, ça c'est très bien dit. C'est une pêche originale, absolument, sur les canaux. Eh bien, super. On y va? Ouais, ça marche. Voilà, j'ai terminé. Au fond, c'est le musée Van Gogh. C'est super. Et à côté, le musée d'art moderne, qui ressemble à une baignoire géante. C'était pas long du tout à faire. C'est une coiffure que je dois Appuie sur le bouton. faire régulièrement. On voudrait passer, s'il vous plaît. Elle va être pratique et rapide à faire. J'ai entendu ton Et appel. agréable parce qu'elle est lisse ici. Très agréable. Marius, tu peux étudier un petit peu l'étranger au regard de ton accent J'ai et de assez pour ton refaire la même quelques mots de français, la prochaine j'imagine que oui. Oui, j'ai étudié à Marseille. C'est vrai? Oui. Ah, mais tu pourrais parler en français alors. Il y a longtemps que j'ai étudié là-bas. D'accord. Alors j'ai perdu la langue. Ah bah tu ne me trompes pas, moi. En tout cas, tu n'as pas l'accent marseillais. Tu as gardé que le français, pas l'accent. Ça chante pas pareil. Marseille. La
peux pas imaginer vivre à l'étranger, tu as voulu revenir ici. J'ai toujours cru que je reviendrais vivre à Amsterdam. J'ai vécu à Londres, j'ai une ville magnifique. Mais c'était très grand et impersonnel pour moi. Alors que plus, je suis de Londres, chez moi au travail, le long du canot. Je ne peux pas imaginer quelque chose de plus beau que ça. Jérôme, je voudrais te montrer mon église préférée ici à Amsterdam. C'est l'église de Westerkerk. C'est une ancienne église protestante. Au XVIIe siècle, c'est la religion protestante qui était dominante ici, alors que le catholicisme était interdit, mais pas d'une façon trop sévère.